Présence ce soir parmi nous. Je voudrais en 2 mots resituer un petit peu le contexte de cette intervention. Fontainebleau en transition, c'est un programme qui a été initié par la ville de Fontainebleau pour essayer d'engager les différentes forces vives dans un processus de transition. Alors, ça a l'air très théorique comme ça. En fait, il y a plusieurs chapitres dans ce programme. Notamment ce soir, une conférence qui va nous permettre de nous éveiller, de nous éclairer, de nous interpeller sur des sujets qui nous intéressent et qui sont en lien avec cette transition écologique. Et puis, il y a également des ateliers, des ULAB, où, sous une forme de participation citoyenne, on essaie de faire émerger des idées, des actions. Donc l'idée est bien de partir de la connaissance, de l'échange, de la compréhension des grands sujets, mais tout ça orienté vers l'action et surtout vers la mobilisation de chacun. Donc j'espère que cette conférence va nous éclairer. Nous, moi personnellement profane, je ne suis pas du tout au fait et en capacité forcément de comprendre bien toutes les questions de thermodynamique. J'espère que cette conférence sera accessible à des profanes comme moi. Mais surtout, l'idée, c'est qu'on puisse sortir de ces informations, de cette sensibilisation que vous allez nous transmettre, des idées, une responsabilisation peut-être, en tout cas, les moyens d'agir à notre niveau, à chacun, puisque c'est ça l'objectif de ce Fontainebleau en transition. C'est pas simplement de plaquer des programmes, des idées comme ça, c'est de faire émerger des idées et faire en sorte que chacun devienne acteur de ces transformations. Merci à vous et à tout à l'heure pour échanger après cette conférence. Je laisse Florent Bénard vous présenter plus en détail. Merci, Monsieur Ingold. Alors, bonjour à nouveau, Monsieur Goupil. Un grand merci de nous consacrer cette soirée sur ce thème que nous allons découvrir ensemble. Quelques mots pour vous présenter pour nos auditeurs et ceux qui nous regarderont en replay. Alors, vous êtes physicien. Vous êtes professeur à l'Université de Paris, qu'on appelait aussi Paris Diderot, et vous y êtes directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, donc qu'on appelle le LIED. Alors cette interdisciplinarité, elle est, si je comprends bien dans votre parcours, un trait majeur. Vous traversez plusieurs thèmes de recherche depuis le début de votre carrière, sur les questions de conversion d'énergie, sur les questions d'énergie donc et d'interdisciplinarité, sur les questions de thermodynamique hors équilibre, de thermoélectricité et de supraconducteurs. Alors on compte sur vous ce soir pour évidemment nous acculturer sur ces sujets-là, mais aussi pour nous les rendre accessibles, comme vous avez pu le faire à travers votre activité de recherche. Vous avez pu envisager les conditions d'optimisation de l'efficacité des processus de conversion d'énergie et de matière. Vous nous direz le lien et l'intérêt que vous y voyez aujourd'hui dans le cadre de vos recherches sur la question de la transition écologique. Vos travaux se déclinent entre des domaines variés qui vont de la physique à la macroéconomie en passant par la biologie. Vous avez aussi des applications de ces éléments en matière de médecine, et notamment en termes de performance sportive et de rééducation fonctionnelle. L'ensemble de votre activité est basé sur une approche bio-inspirée de l'énergie. Je crois que c'est un petit peu ce dont vous allez nous parler ce soir, et puis dans laquelle il s'agit d'apprendre comment la nature fait usage des premiers et des seconds principes de la thermodynamique. Alors, vous êtes par ailleurs membre du bureau du campus de la transition écologique, un centre de formation qui se trouve à Montereau et sur la commune de Forges également.
Vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle le Manuel de la Grande Transition et vous avez co-rédigé également le catalogue de l'exposition Biomimétisme, notamment de la Cité des Sciences tout dernièrement, en octobre 2020. Alors, fort de l'ensemble de ces travaux et de ces expériences, Monsieur Goupil, vous allez nous proposer une conférence voilà, avec un titre tout à fait mystérieux et, sur l'horlogerie de la planète. Voilà. C'est-à-dire, vous allez nous parler des logiques qui sont à l'œuvre dans les échanges Terre-Soleil, aussi les limites infranchissables. Et vous allez nous dire en quoi cette horlogerie est, selon vous, un des fondamentaux de cette transition. Eh bien, nous vous écoutons avec attention et puis nous vous retrouvons tout à l'heure pour les questions-réponses avec le public. Un grand merci et bonne conférence à tous. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Comme l'a dit le présentateur, effectivement, je suis un enseignant-chercheur. J'ai commencé ma carrière en étant un professeur de collège, puis un professeur de lycée, et aujourd'hui à l'université. Je voudrais signaler que c'est un très très beau métier que de pouvoir effectivement réaliser une mission de service public. Et pour moi, ce que je réalise aujourd'hui devant vous, c'est aussi une action citoyenne, donc on est pour moi dans le même esprit. J'ai intitulé cet exposé « L'horlogerie de la planète », ce qui peut sembler un titre un petit peu abscon, et bien justement pour faire un pas de côté. On a parfois tendance à considérer une vieille imagerie qui dirait qu'il y a un grand horloger qui règle l'ensemble de l'univers. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de regarder les choses d'un autre point de vue et d'observer qu'en fait, ce sont nous sur la Terre qui avons en quelque sorte les moyens de régler l'horloge qui est notre planète, et que même si ces choses se font à des échelles qui sont bien au-delà de nous, en fait, l'endroit où nous sommes sur la planète est tout à fait singulier, et une partie de la décision est effectivement entre nos mains. C'est ce à quoi je voudrais vous proposer une forme de chemin peut-être un peu original. Alors, vous verrez à un moment, il y a quelques équations, c'est pas du tout pour faire peur, on passera assez rapidement dessus, c'est juste pour ceux qui seraient intéressés à les lire. Mon propos traitera pas que de physique, vous verrez qu'on traitera aussi de questions beaucoup plus sociétales, en passant par des questions économiques, et je ne perds pas de vue l'idée qui est que je me dois de vous apporter des éléments pour penser. Alors quand je vous apporte des éléments, ces éléments, ça ne va pas être tellement des éléments chiffrés. Pourquoi? Parce que les chiffres, vous les trouvez partout. Si vous voulez savoir combien de pétrole on consomme en France, vous tapez sur Internet et vous le trouvez. Tous ces chiffres-là, je pourrais vous en gaver au long de l'exposé, ça ne serait pas très intéressant. Je préfère vous proposer plutôt une réflexion pour forger ensemble quelques outils. Alors, mon propos va se dérouler en trois choses, trois points. Un premier qui est sur l'énergie, parce que c'est un concept qui est faussement simple. Tout le monde a une idée de ce qu'est l'énergie, et je voudrais avec vous prendre quelques minutes en repassant par certaines grandes figures de la physique, en particulier une grande dame de la physique qui s'appelle Emmy Noether, reposer un petit peu ce que c'est que l'énergie et se forger ensemble une définition qui soit opérationnelle, c'est-à-dire avec laquelle on puisse continuer à penser comment agir au jour le jour. Le deuxième point, c'est effectivement cette histoire d'horlogerie et de cette relation entre la Terre et le Soleil, et d'observer qu'il s'agit là d'un réglage assez subtil. Et ce réglage, il est aujourd'hui malheureusement bien mal en point à cause du dégagement massif de carbone sous forme de CO2. Et donc nous avons en quelque sorte déréglé notre machine, et nous sommes à une époque où nous avons touché les limites de la Terre, ce qui sera quelque chose que j'évoquerai en troisième point. Comme l'a dit notre ami en présentation, effectivement, j'ai co-rédigé la rédaction du manuel de la grande transition que je vous invite à lire, et qui est un manuel en 6 portes. Ce ne sont pas 6 chapitres, mais 6 portes qui permettent effectivement de mettre en route une démarche de transition écologique. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler pendant l'échange. Alors, l'énergie, un concept faussement simple, eh bien, il y a une définition très compliquée, a priori, de Madame Emmy Noether, grande physicienne, grande mathématicienne du début du XXe siècle, une définition qui se pose sur des symétries et des lois de conservation. En fait, ce que nous dit Emmy Noether, c'était que le fait que les lois qui décrivent le monde, les lois de la physique, étaient vraies hier, sont vraies aujourd'hui et seront vraies demain, eh bien, en face de cette symétrie
dans le temps, eh bien, il y a une chose qui se conserve et cette chose, on la nomme énergie. Alors, je vous donne cette définition parce qu'elle semble très, très, très théorique, mais en fait, elle est parfaitement fondée. Vous allez voir qu'on va revenir sur cette histoire de lois qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Il y a une formulation un peu plus facile à percevoir qui est celle que donne Feynman, mais qui est équivalente et qui dit « Il existe une quantité qu'on peut mesurer et qui se conserve quand quelque chose se passe ». Donc, on voit que l'énergie, c'est la mesure de quelque chose se passe. C'est une première approche. Alors, si je reprends la définition qui est justement que une grandeur se conserve quand quelque chose se passe, eh bien, nous avons là une première définition qui est très importante pour nous, qui est l'énergie est la mesure des transformations de la matière. C'est-à-dire que lorsque quelque chose se passe dans l'univers, et revenons sur Terre, lorsque quelque chose se passe sur notre Terre, qu'on creuse un trou pour construire une maison, ou que sais-je, ou qu'on envoie une fusée dans l'espace, ou bien lorsque vous mangez pour maintenir votre santé, eh bien, vous transformez de la matière et cette transformation de la matière se mesure avec une grandeur qui s'appelle l'énergie. Donc l'énergie, ça n'est rien d'autre que ça, mais c'est absolument ça, c'est la mesure des transformations de la matière. Si on revient un tout petit peu sur la définition d'éminotaire, eh bien, on voit qu'on peut très légèrement modifier la première définition qui était que l'énergie est la mesure des transformations de la matière. En fait, on peut même dire, et je l'ai écrit ici en mauve, l'énergie est la monnaie avec laquelle nous comptabilisons les transformations de la matière. C'est très très important ça. Alors pourquoi je l'ai appelé la monnaie? Tout simplement parce que si effectivement les lois de la physique sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain, et qu'il y a une grandeur qui se conserve, cette énergie qui est cette grandeur qui se conserve, cette monnaie, en fait c'est comme le cours d'une monnaie, il est constant. Et donc quand vous faites une transaction avec un billet, vous espérez que le cours de l'euro n'a pas changé entre le moment où vous attrapez la pierre de chaussure et le moment où vous la payez. Eh bien, en fait, la grandeur énergie, elle est définie par, effectivement, ce caractère de continuité dans le temps. Et donc, on peut qualifier l'énergie de la monnaie avec laquelle on comptabilise les transformations de la matière. Il se trouve que c'est une monnaie qui, elle, a un cours qui ne bouge pas. Donc, vous voyez qu'on a une définition très, très solide. On retiendra pour la suite de l'exposé la définition qui est là, qui est l'énergie, c'est la mesure des transformations de la matière, et on verra que c'est une définition particulièrement utile. Je redonne, mais vous pourrez revenir dessus plus tard, quelques définitions. Une énergie, ça se mesure avec une unité qui s'appelle des joules. Si on prend une énergie et qu'on regarde une énergie par unité de temps, à ce moment-là, ce sont des joules, par exemple, par seconde, ça s'appelle des watts. Et il y a d'autres unités que vous pouvez trouver. L'unité alimentaire que vous avez sur les paquets de nourriture, qui sont les calories. Alors, il y a une conversion entre les deux, une calorie 4,18 joules. Et puis, il y a l'unité que vous avez, vous, sur vos factures électriques et vos factures de gaz, qui sont le kilowattheure ou le wattheure. Un wattheure, c'est 3600 joules. OK. Alors, ce sont des unités. Elles ne sont pas forcément parlantes telles qu'on les a ici. On se fait même, quand on regarde notre facture électrique, on regarde le prix que l'on doit payer, la somme que l'on doit payer, et on ne regarde pas forcément tant que ça la consommation. Alors, justement, mon exposé, ce serait pour qu'on puisse regarder un peu plus les consommations et se faire regarder un peu des ordres de grandeur. Alors, il y a une unité que vous connaissez aussi, qui est le cheval vapeur. Vous la connaissez parce que si vous avez une voiture, elle fait peut-être 50 ou 100 chevaux. Et si elle fait 100 chevaux, eh bien elle fait à peu près 75 kW, c'est-à-dire la puissance d'une centaine de chevaux. On reviendra sur ce point-là, c'est un point important. La première remarque qu'on peut se faire maintenant, c'est bien, mais est-ce que c'est beaucoup, 736 watts? Bien, je vais vous donner un ordre d'idée. Il est donné au milieu de la page. Si vous prenez une charge de 10 kg, alors 10 kg, c'est par exemple un pack de 6 bouteilles de 1,5 litre d'eau. D'accord, vous avez le pack qui est sous blister. Vous imaginez qu'il est au sol et vous l'attrapez dans vos mains et vous le levez au-dessus de votre tête, d'accord, jusqu'à une hauteur de 2 mètres, peut-être pour le mettre dans des étagères en hauteur, ok, et vous réalisez cette opération en 1 seconde. Vous voyez que c'est déjà un très bel effort. Les 6 fois 1,5 litre, vous les soulevez à 2 mètres de hauteur en 1 seconde, et ça, c'est une puissance de un petit peu moins de 200 watts. Vous voyez? Donc on réalise qu'un effort qui est déjà conséquent pour un humain
c'est à peu près 200 watts. En moyenne, un humain, vu la quantité de nourriture qu'on mange et qu'on regarde la consommation au cours d'une journée, en moyenne, un humain, c'est une puissance de 130 watts. D'accord? Alors, petite question, lorsque Marco Pantani montait l'Alpe d'Huez en dépensant une puissance de 450 watts, la seule question que l'on pouvait se poser, c'est que buvait-il? Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Vous voyez qu'un humain, c'est 130 watts. Bon, on va dire pour un humain de 65 kg, ça fait qu'un humain, et la plupart des mammifères, c'est pareil, c'est à peu près 2 watts par kilogramme. Alors, quand on prend les énergies en wattheure et qu'on regarde avec 1 kWh, c'est-à-dire une puissance d'1 kW pendant une durée d'1 heure, ok, l'équivalent de cette énergie-là, on pourrait faire quoi avec cette quantité d'énergie? Eh bien, vous pourriez utiliser votre réfrigérateur pendant une journée, faire fonctionner votre four, un four d'1 kW pendant 1 heure, de l'éclairage, toutes sortes de choses que vous pourriez réaliser. Vous voyez que la douche, par contre, ça serait très peu de temps de douche, parce que chauffer de l'eau, ça consomme énormément d'énergie. Alors là, premier point, on se rend compte, tiens, dans la maison, un spot d'économie important, ça serait effectivement de réduire la durée des douches. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, à commencer par moi, mais c'est un fait. Si vous vous promenez dans la maison, c'est un petit peu ce que je propose avec cette liste-là, vous voyez que finalement, ce qui coûte le plus, ça sera le poste eau chaude sanitaire est un poste qui est relativement conséquent. Ok. Alors, on a parlé du cheval vapeur, et le cheval vapeur, en fait, au départ, ce n'est pas une unité physique, c'est une unité fiscale. Vous voyez la gravure qui est en haut représente des chevaux qui sont sur un manège qui, en fait, sert à remonter de l'eau à l'intérieur d'un puits de mine. Effectivement, les puits de mine, au départ, les mines de charbon étaient remplies d'eau, donc il fallait les assécher avant que les mineurs puissent descendre. Et ça, c'était réalisé par ce type de système. Les machines à vapeur sont arrivées, et on a enlevé les chevaux pour mettre les machines à vapeur. Oui, mais l'inspecteur du fisc, lorsqu'il venait voir l'entreprise, il suffisait qu'il compte le nombre de chevaux pour appliquer une taxe au prorata du nombre de chevaux. Voilà qu'il revient l'année suivante, il tombe devant une machine à vapeur, il est incapable de compter des chevaux, évidemment, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en fait, cette machine vous a permis de remplacer combien de chevaux? Et à partir de là est née l'unité fiscale du cheval vapeur, qui a bien sûr une assise physique par derrière. Alors, si vous n'avez pas de moteur à explosion et que vous avez, par exemple, vous voulez moissonner, et votre moissonneuse-batteuse, elle n'est pas avec un moteur qui va consommer du gasoil, et vous remplacez par des chevaux, eh bien, vous pourrez compter sur cette gravure, il y a à peu près une cinquantaine de chevaux. Donc, cette moissonneuse a une puissance d'environ 50 chevaux, d'accord? Et vous savez très bien, pour ceux d'entre vous qui sont auprès effectivement du monde agricole, qu'une moissonneuse, ça ne fait pas 50 chevaux, ça fait beaucoup plus que ça. Et ici, 50 chevaux, vous avez une puissance qui est à peu près la puissance d'une petite voiture de l'ordre d'une Twingo, en fait. D'accord? Qu'est-ce que ça permet de constater? Ça permet de constater que nous sommes complètement désencastrés par rapport à la réalité énergétique du monde. J'appelle réalité énergétique la réalité biologique. Nous, humains, notre puissance, c'est 130 watts, mais au jour le jour, nous utilisons des appareils et toutes sortes de choses qui font qu'en moyenne, pour faire venir la nourriture à notre domicile, etc., tous les transports, en moyenne, nous ne sommes pas à 130 watts de consommation, qui serait la consommation si nous étions des chasseurs-cueilleurs. Mais nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs, nous sommes à des consommations qui sont entre 50 et 100 fois supérieures. L'exemple qui est ici est relativement illustrant. Pourquoi? Eh bien, imaginez qu'au lieu d'avoir une voiture garée devant chez vous, une voiture de 100 chevaux, donc une berline de taille normale, d'accord, une voiture de 100 chevaux, eh bien, vous auriez tous les soirs, plutôt que garer la voiture et serrer le frein à main, arranger 100 chevaux dans les stalles. Ce serait beaucoup plus compliqué. Et or, c'est la réalité. Nous sommes effectivement, grâce aux énergies fossiles, complètement déconnectés de cette réalité biologique. Et j'aurai l'occasion d'y revenir assez largement. Et il s'agit, s'il y a un enjeu qui est un enjeu de société et du vivre ensemble, il s'agit que tous ensemble, nous reconstruisions un récit qui nous permette de redescendre sur Terre, qui nous permette de se réencastrer dans la réalité de ce monde, d'accord? Et ça participe par effectivement la construction d'un récit commun et l'adhésion à ce récit. Alors, je vais, pardon,
Voilà un exemple extrême d'un humain, de puissance mécanique développée par un humain. Vous avez ici Usain Bolt au JO de Rio en 2016, au 100 mètres, en 9,81 pour réaliser le 100 mètres, et il arrive en plus en souriant. Usain Bolt, on peut se poser la question, au démarrage, Usain Bolt a développé quelle puissance? Donc je vous rappelle, quand vous prenez vos 6 packs, votre pack de 6 fois 1,5 litre d'eau, et que vous les montez en une seconde au-dessus de votre tête à 2 mètres, c'était 200 watts. Usain Bolt, c'est 2600 watts. Lorsque Usain Bolt sort des starting blocks, il développe 2600 watts, c'est-à-dire 30 fois plus quasiment que ce que vous développez quand vous soulevez votre pack d'eau. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qu'un humain extrêmement entraîné, et pas n'importe qui, surtout pas moi, est capable de développer. Donc la puissance maximale que peut développer un humain, ça va être ici à peu près 3 kW, mais 3 kW pendant à peine une seconde. Ensuite, c'est beaucoup moins. Donc voilà la limite. Nous, humains, nous sommes sous le plafond du kilowatt. Or, quand nous utilisons une voiture, nous utilisons une voiture de 80 kW. Donc déjà 80 fois, et bien plus en fait, plutôt 100 fois plus que la puissance biologique qui nous est donnée par la nourriture que nous mangeons. Et ça, c'est pour nous totalement transparent. Pourquoi? Eh bien parce que les énergies fossiles sont là, qui sont des énergies de très grande densité, d'une part, et aussi, au risque de vous choquer, qui sont des énergies qui ne sont pas des énergies qui ne coûtent pas cher, qui sont des énergies qui coûtent à peu près rien. Alors je sais que je suis choquant, et je dirais plutôt provocateur en vous disant ça, c'est tout à fait volontaire. Imaginez que vous ayez à aller dans un magasin qui est à 20 km de là, chercher une étagère qui pèse, allez, 40 kg. D'accord? Vous avez votre véhicule, vous y allez, vous prenez les paquets de 40 kg, vous les mettez dans la voiture, vous revenez. Vous avez fait 20 et 20 km, 40 km. Avec une voiture qui consomme raisonnablement, vous en avez pour à peu près, en prenant en compte l'entretien de la voiture, pour 5 € pour avoir réalisé cette tâche, un trajet aller-retour, 20 km, enfin 20 km aller, 20 km retour. 5 €. Essayez de trouver quelqu'un qui a, par exemple, un vélo avec une carriole, et vous lui dites, est-ce que vous voulez bien aller chercher pour moi un colis de 40 kg qui est à 20 km? Vous faites les 20 km aller, les 20 km retour, et je vous donnerai 5 €. Vous voyez bien qu'il y a une distorsion énorme. D'accord? Donc effectivement, les énergies fossiles coûtent pas très très cher. Alors bien sûr, c'est important dans nos factures, mais ça coûte pas très très cher par rapport au service qui est rendu. Et donc on voit immédiatement la solution qui apparaît, qui est que bien sûr nous avons encore besoin des énergies fossiles, mais nous devons faire en sorte d'utiliser ces énergies fossiles de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, il y a en moyenne 1,3 passagers dans un véhicule automobile, alors qu'il pourrait y en avoir 2 fois et demi plus. Alors, justement, parlons des véhicules. Ici, sur la gauche, j'ai représenté ce qui est un plein d'essence. Donc, ici, pour un véhicule qui aurait une autonomie un réservoir de 40 litres, 6 litres au 100, 660 km. Quand vous faites le plein, c'est à peu près 1 minute pour remplir votre réservoir, d'accord? Si vous avez une voiture électrique, donc j'ai représenté une Tesla, ça pourrait être une autre, hein. La batterie, c'est à peu près 100 kWh. L'autonomie, elle est un petit peu moins importante. Par contre, la charge, pour rentrer l'énergie dans la voiture, c'est pas 1 minute comme quand vous faites votre plein d'essence, mais c'est plutôt 1h45 en charge rapide et 7 heures en charge lente. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas charger une batterie électrique avec des puissances au-delà ici d'une centaine de kilowatts. Si on regarde l'équivalent du débit de carburant qui rentre dans la voiture quand on fait le plein, eh bien en fait c'est 34 mégawatts. 34 mégawatts, c'est absolument colossal. C'est absolument colossal. Et donc ça montre bien la densité d'énergie qu'il y a dans les énergies fossiles. Ce sont des quantités d'énergie absolument énormes par unité de volume. Et c'est ça qui fait à la fois la réussite des énergies fossiles, le caractère pratique de ces énergies qui fait que sous des volumes petits, on emporte des quantités d'énergie bien supérieures à ce qu'on peut avoir avec, par exemple, une batterie électrique. On a des densités d'énergie qui sont de l'ordre de 200 fois supérieures à ce qu'on a par unité de volume par rapport à l'électricité. Et puis, ça pèse pas lourd, ça pèse pas très très lourd, le carburant. Donc, on a vraiment
tous les atouts qui sont là. Alors, ces atouts, on va regarder d'un peu plus près les conséquences quand même qu'il y a à consommer ces énergies fossiles, puisque ces énergies fossiles, ce sont des chaînes carbonées, ce sont des restes de végétaux sous forme de charbon, sous forme de pétrole, des végétaux qui ont poussé il y a, on va faire les choses rapides, une centaine de millions d'années, grâce au soleil, et je vais revenir sur ce point, et donc lorsque vous brûlez du carburant ou que vous brûlez du charbon, finalement, l'énergie que vous récupérez, c'est l'énergie que le soleil a donnée il y a peut-être une centaine de millions d'années, et une énergie qui s'est accumulée à l'intérieur de végétaux, accumulée à l'intérieur de la matière, et vous voyez bien qu'on a notre définition, c'est-à-dire que l'énergie du soleil a permis la structuration de la matière, et la structuration de la matière sous forme de matière vivante, sous forme de végétal. Et donc l'apparition du végétal, qui est une transformation de la matière terrestre, se compte en énergie, qui est l'énergie qui est arrivée à ce moment-là du soleil. Cette énergie ensuite se trouve stockée sous forme de charbon ou de pétrole, et puis beaucoup plus tard, les humains viennent la prélever. Alors, là, il y a des équations, vous embêtez pas. Ce que je veux juste vous dire, c'est que nous avons affaire à une histoire qui est une histoire d'horlogerie. On a un soleil qui est ici, qui irradie sa lumière dans toutes les directions de l'espace, d'accord? Et puis il y a, sous un angle beaucoup plus petit, on appelle ça un angle solide, eh bien, ça irradie, en direction de la planète Terre. Donc la planète Terre ne reçoit qu'une petite fraction de l'énergie émise par le Soleil, d'accord, à travers un petit angle qu'on appelle donc un angle solide, qui s'appelle ici oméga S. Et cette énergie arrive sur la planète Terre, et la planète Terre, elle, va rayonner elle aussi de l'énergie, mais elle, à travers tout l'univers. Et donc le bilan, c'est qu'en fait, c'est comme les histoires de baignoires qui se remplissent et qui se vident, hein, c'est la totalité de l'énergie qui arrive du Soleil ici, arrive sur la Terre, et elle est ensuite redistribuée dans tout l'univers. Il en résulte que la Terre va rester à une certaine température moyenne, d'accord? Le bilan, autant arrive que repart, donc si vous remplissez une baignoire et que vous la videz avec le même débit que vous la remplissez, une fois que vous l'avez remplie, elle reste remplie. D'accord? Donc le bilan, c'est effectivement que autant arrive que reparte, mais la question, ça va être la question de la température de la Terre. Alors si on est sur une Terre où il n'y a pas d'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le flux d'énergie que renvoie la Terre, il dépend d'une chose, il dépend de ce que voit la Terre. Et la Terre, elle voit quoi si on ne met pas d'atmosphère autour de la Terre? Eh bien, elle voit ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le reste de l'univers, qui lui est à une température moyenne très très basse, qui est de 3 Kelvin. Et donc, cette Terre va effectivement rayonner beaucoup d'énergie vers le reste de l'univers, moyennant quoi la température moyenne de la Terre serait, selon les calculs, on est à moins 20, ici j'ai trouvé moins 26, d'accord, mais qu'importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à moins 26 degrés, la planète, l'eau serait gelée sur la Terre, et si l'eau est gelée sur la Terre, à ce moment-là, vous n'avez plus de vie sur la Terre, plus de vie possible. Le fond diffus cosmologique qui est là, on en fait un peu l'expérience, c'est les nuits où le ciel est clair, ce sont des nuits plus fraîches. Et ce sont des nuits plus fraîches, pourquoi? Parce que l'absence de couverture nuageuse fait que la radiation qui part de la Terre, effectivement, notre Terre, à ce moment-là, voit un fond qui est un fond de ciel beaucoup plus froid. Et c'est bien là qu'est toute l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons une atmosphère et un effet de serre, eh bien c'est comme un vaste écran, un vaste rideau qui entoure la Terre et qui fait que nous, depuis la surface de la Terre, nous ne voyons plus ce fond diffus cosmologique à moins 270 degrés, à 3 Kelvin, mais nous voyons un autre horizon qui est effectivement cette couche qui fait l'effet de serre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'effet de serre? Eh bien, lorsqu'il y a de l'effet de serre, ça masque le fond diffus cosmologique, donc on a ce magnifique écran autour de toute la Terre, et on ne voit plus quelque chose à 3 Kelvin, mais quelque chose à une température bien supérieure, qui est celle de l'effet de serre, et ça fait que quand on fait le bilan, eh bien, on trouve une Terre avec une température moyenne de 15 degrés Celsius, qui permet d'avoir de l'eau liquide. S'il y a de l'eau liquide sur la Terre, alors la vie devient possible. Pourquoi? Parce que c'est par l'eau liquide que les différentes espèces au niveau microscopique, les sels minéraux et les différentes molécules vont pouvoir se déplacer et effectivement, avec l'arrivée de l'énergie solaire, et je vais y revenir, permettre la structuration de la matière. Je vous répète, la structuration de la matière, les transformations de la matière se mesurent avec de l'énergie. Le corollaire de cette définition, c'est qu'il faut fournir de l'énergie
pour obtenir des transformations de la matière. Mais on va voir qu'il ne suffit pas de mettre une certaine quantité d'énergie, il faut aussi penser à une autre chose qui est la qualité de l'énergie. Et ça, c'est un point important, c'est que l'énergie qui arrive du Soleil, ce n'est pas simplement de la chaleur, c'est une énergie de très grande qualité. Alors, sans rentrer dans des débats, dans des considérations trop compliquées de thermodynamique, pour ceux qui sont intéressés, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient exergétique qui mesure la qualité de l'énergie qui arrive et qui permet de savoir si cette énergie, on pourra l'utiliser que pour de la chaleur, que pour chauffer, ou bien est-ce qu'on pourra l'utiliser pour effectivement produire du travail, c'est-à-dire faire tourner par exemple une machine. Eh bien, vous voyez que du fait de la très haute température du Soleil qui est ici, on a un coefficient qui est très proche de 1, ce qui nous dit bien que la qualité de l'énergie qui arrive du Soleil est très très bonne. Par contre, ce que renvoie la Terre à 25 degrés Celsius, c'est une qualité qui est relativement faible. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais dans ce cas-là, je vous propose de faire l'expérience. Imaginez que vous avez une plante, elle est près de votre fenêtre et elle reçoit l'énergie du soleil, bien. Donc, on va dire qu'elle reçoit, allez, à peu près, en moyenne, on va dire 200-300 watts par mètre carré. Donc, vous mesurez la surface de votre plante, puis vous dites, ah, bon, ma plante, elle reçoit quelques dizaines de watts. Très bien, du soleil. Puis vous dites, bon, ben, je vais mettre la plante dans un placard noir, et je vais mettre à côté de cette plante un petit radiateur qui va fournir exactement la même quantité, les quelques dizaines de watts, pour cette plante. Mais vous laissez la plante à l'ombre. Vous avez fourni la même quantité d'énergie. La seule chose, c'est que ça n'était pas la même qualité. Au bout de 15 jours, vous revenez, vous connaissez le résultat. Si vous êtes amateur d'endives, vous pouvez consommer la plante qui est devenue toute blanche. Sinon, elle est peut-être même déjà morte. Donc on voit l'importance de la qualité de l'énergie et on voit que notre Soleil, ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement une quantité d'énergie, mais véritablement une qualité qui a permis, avec la définition qu'on avait, la structuration de la matière. La structuration de la matière se fait comment? Par des espèces vivantes, qui s'appellent des végétaux photosynthétiques, qui vont être capables de convertir cette énergie, d'utiliser cette énergie, pour structurer la matière sous forme de végétaux. Et puis vous allez avoir des premiers prédateurs qui vont effectivement consommer ces végétaux, qui, eux, vont pouvoir métaboliser sous une forme ici animale, bien que la différenciation ne soit pas aussi claire aujourd'hui, sous une forme animale, utiliser cette matière qui est déjà structurée. Et puis, vous allez avoir des prédateurs et arriver à des prédateurs qui sont des carnivores, qui vont utiliser de la matière qui est de la chair, d'accord, de la viande, qui est effectivement de la matière excessivement bien structurée et qui va permettre de les nourrir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en biologie la chaîne trophique, où on va trouver effectivement les prédateurs les uns après les autres. Et vous voyez que chaque espèce, en fait, va relâcher en énergie, une énergie de moins bonne qualité, sous forme de chaleur, et il va relâcher aussi avec son cadavre de la matière sous moins bonne qualité, puisque ça va être de la matière déstructurée qui va se décomposer. Et là, vous avez effectivement le cœur de ce qu'est la thermodynamique, c'est-à-dire la science de l'énergie, qui est une science pas simplement des quantités, mais aussi une science des qualités. La thermodynamique est la seule science qui est capable de définir ce qu'est une qualité et de mesurer cette qualité avec une grandeur que je n'ai pas nommée ici volontairement, que je vais nommer brièvement, que l'on appelle entropie, qui permet à un certain nombre de gens d'avoir des arguments d'autorité et de dire des choses pas forcément fondées. Donc c'est pour ça que je ne réutiliserai pas le terme entropie, parce que c'est une bouteille à encre. On pourra en parler après si vous voulez, mais je préfère considérer qu'il y a de la matière structurée ou déstructurée, où il y a de l'énergie de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ou bien de l'énergie concentrée, par exemple l'énergie que vous auriez si vous donnez un coup de poing, donc une énergie mécanique, et puis une énergie qui n'est pas concentrée, qui est diluée, qui, elle, c'est de la chaleur, c'est quelque chose qui ne permet pas directement de produire du travail. Ok. Alors, j'aurais avancé quand même pour ne pas retarder, surtout si je suis trop long, vous m'arrêtez. Je parle à l'organisateur de la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'animal humain, qui est relativement haut dans la chaîne qui est ici? Il s'est passé que jusqu'à la révolution industrielle, il était comme tous les animaux, il était soumis au flux solaire. Et donc, sa ressource en énergie, c'était de toute façon in fine le flux. On peut dire, ben non, mais il y avait quand même les forêts qui étaient des stocks. Non, les forêts, c'est comme les baignoires que vous remplissez et que vous videz. Si vous prélevez sur la forêt plus que la forêt ne reconstitue par sa photosynthèse, eh bien, vous allez déforester. OK ?
Mais voilà qu'avec la révolution industrielle, l'animal humain, et je prends ce terme à dessein, va lui avoir une ressource en énergie qui s'appelle le charbon, puis beaucoup plus tard le pétrole. Et cette ressource en énergie va lui donner ce qu'on appelle un gain de compétition au sens de la biologie, c'est-à-dire que l'animal humain devient le seul à pouvoir utiliser cette ressource énergétique. Or, c'est vraiment la lutte pour la vie que de trouver une ressource énergétique. Et donc, c'est un gain de compétition énorme qui va expliquer tout naturellement le fait que nous allons en fait diverger à partir de là, parce que nous avons accès à une forme de martingale, à une ressource auquel n'ont accès aucun autre animal. Alors, un exemple de divergence, c'est ici la population mondiale, mais on pourrait en trouver d'autres. Et je voudrais représenter la même courbe de la population, mais cette fois-ci en montrant les choses, c'est que avant la révolution industrielle, tout le monde est soumis en fait au soleil, et après la révolution industrielle, on tape dans du charbon et du pétrole. Et ça change complètement nos vies, et nous sommes là-dedans. Et non seulement nous sommes là-dedans, mais en plus de ça, nous avons perdu la mémoire des époques où nous n'y étions pas. Donc la difficulté pour nous avec la transition écologique, c'est d'arriver à repenser les choses, non pas un retour en arrière à la lampe à pétrole ou aux Amish, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un regard raisonnable et construit à la lumière des progrès du XXe et du XXIe siècle, bien entendu, et du XIXe, mais un regard qui nous permette d'envisager à terme de revenir sur quelque chose qui est durable. Alors, au lieu de parler de soleil et de charbon, je vais parler de flux et de stock. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui nous arrive du soleil, c'est un flux. Il y a un débit d'énergie qui nous arrive du soleil. On ne peut pas du tout le réguler. Alors, on ne peut pas l'abaisser, mais on ne peut pas l'augmenter non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, la consommation d'énergie, quand vous avez un flux, elle doit être en moyenne constante. Et donc, toute l'humanité, tant qu'elle n'a pas eu affaire au charbon et au pétrole, a dû gérer en fait des flux d'énergie qui en moyenne étaient constants. Bien sûr, vous allez faire pousser pour avoir du grain et puis pour remplir les greniers pour l'hiver. Bien sûr, vous allez prélever dans la forêt, mais que ce soit les champs ou que ce soit les forêts, dans les deux cas, ce sont des flux, c'est-à-dire que vous prélevez dessus, mais ensuite vous laissez le temps de la régénération. Avec un stock, la situation est complètement différente, c'est qu'on pioche dans le stock et on ne se préoccupe pas de savoir le flux. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous prélevez du pétrole, il suffit d'augmenter le diamètre du tuyau pour en prendre plus ou diminuer le diamètre du tuyau pour en prendre moins, c'est tout. Et donc on peut avec un stock, à volonté, finalement, utiliser beaucoup plus d'énergie par unité de temps, c'est-à-dire beaucoup plus de puissance, et c'est ce que l'humanité a fait, ce qui lui a permis par exemple de faire le réseau ferré en Europe et ailleurs. S'il avait fallu le faire avec de la sidérurgie à base de bois, on aurait ratiboisé toutes les forêts d'Europe et on n'aurait pas terminé le réseau ferré. Il a fallu pouvoir mobiliser énormément d'énergie en peu de temps, et ça, c'était possible parce qu'on piochait dans un stock. Alors, ce type de révolution comme révolution industrielle, aussi importante, il n'y en a pas eu, on est d'accord, mais par le passé, il y a déjà eu des révolutions, et en fait, entre le XIe et le XIIIe siècle en Europe, il y a une époque de croissance économique importante. Alors, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le charbon, c'est durable, c'est une révolution, une transition qui est à une époque où évidemment tout est durable. C'est quoi? Eh bien, c'est une meilleure utilisation des ressources, et en particulier des moulins à eau. Ça veut dire une meilleure utilisation du réseau hydrologique. Ça veut dire forcément une législation très serrée, parce que si vous mettez un moulin à un endroit, tout ce qui est en aval va être perturbé, d'accord? Et donc on est à des époques où, contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont des époques qui légifèrent énormément. Et en légiférant beaucoup, en mettant dans certains endroits un moulin tous les 2 km, le moulin est un dispositif de conversion d'énergie qui va permettre, à partir de l'énergie hydraulique, de moudre des céréales et donc de rendre accessible à l'humain une énergie qu'on appelle l'énergie chimique, qui s'appelle la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui était important, et c'est associé à ça le développement d'une proto-industrie. Alors, est-ce que la chose pose problème? Pendant un moment, non, mais il y a un moment quand même où vous avez, aux alentours du début du XIVe siècle, des problèmes qui apparaissent. Alors, il y a des textes célèbres qui existent où on commence à dire, ben oui, mais il y a une compétition entre l'utilisation des terres pour les forêts et l'utilisation des terres pour les cultures vivrières. Alors, les forêts, pourquoi? Ben, tout simplement pour les forges. Une petite forge, c'est déjà 200 hectares de taillis. Et si vous avez une grande forge, comme la forge de Buffon, dont j'ai repris une gravure ici, c'est 2000 hectares de taillis pour la forge de Buffon.
Alors on peut se dire, bah, les taillis et la forge, on en a marre, on préfère avoir des terres pour la nourriture, très bien. Mais je vous rappelle que si vous n'avez plus de taillis, vous n'avez plus de forge, si vous n'avez plus de forge, vous n'avez plus de métallurgie, si vous n'avez plus de métallurgie, ça s'appelle l'âge de pierre. Donc vous voyez la vulnérabilité quand même de l'être humain. Nous ne sommes pas aussi résilients qu'on veut bien le croire. Il y a des choses qui sont en tension. Alors à cette époque, au XIVe siècle, la chose s'est soldée par la grande peste au milieu du XIVe siècle, à partir de 1348. Bon, on peut souhaiter que ce ne soit pas aujourd'hui une solution, bien évidemment. Alors, je voudrais aussi enlever une image qui est dans la tête de certaines personnes, qui est de croire que le passé était nécessairement vertueux et qu'on avait, d'un point de vue écologique, une forme de passé idéalisé. Ici, j'ai représenté, on est quai de la Tournelle à Paris, on est au XVIIIe siècle, et c'est tout à fait bucolique. Vous avez ici des tas de bois, qui sont du bois qui arrive par flottage sur la Seine. En fait, il arrive par flottage sur la Seine par l'un des affluents de la Seine, qui est l'Yonne, et ça arrive en fait du pied du Morvan, de Clamecy, pour être plus exact. Et lorsqu'on est à Clamecy, alors à cette époque, c'est vrai, et c'est vrai jusqu'à fin du 19e siècle, c'est pour ça qu'on a même des cartes postales, vous voyez que l'Yonne est totalement recouverte de bois, et ça, c'est du bois pour Paris. On est à 180 km de Paris. Donc, lorsque vous avez une solution locale, il faut penser, enfin, quand on voit localement la chose, pardon, il faut se poser la question de l'impact à distance. À des époques comme celle-ci, Paris, ça impacte jusqu'à 180 km. Lyon recouverte de bois, inutile de vous dire que la vie n'existe plus dans cette rivière à ce moment-là, évidemment. Alors, deux petites remarques pour faire vite. Quand on est en condition de flux, donc aux époques pré-révolution industrielle, comment on fait pour gouverner? Eh bien, il faut énormément légiférer parce que la ressource est rare et en fait, on doit effectivement faire en sorte que tout le monde accepte de vivre sous une condition de flux. Alors, tout le monde, pas forcément. Dans l'histoire du roman de Renard, donc on est à la fin du XIIe siècle, dans le roman de Renard, Renard, contrairement à tous les autres animaux, décide que lui, le flux, ça ne l'intéresse pas. Et ce qu'il veut, c'est vivre dans un monde où c'est du stock. Et donc, il pioche dans le stock des paysans, ou plutôt, il fait faire piocher dans le stock des paysans. À des époques plus récentes, des personnes qui ne veulent pas comprendre que notre monde est de dimension finie et que ces affaires sont pas simplement des fariboles, on en a rencontré. L'ex-président des États-Unis en faisait partie, de considérer que non, on peut continuer à taper dans le stock sans aucun problème. Alors, taper dans le stock, effectivement, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème déjà de perception. Je vous ai dit qu'on n'avait déjà pas la perception de la quantité d'énergie qu'on consommait, mais on n'a pas non plus la perception des réserves d'énergie. Alors, les pétroles, on parle du peak oil, c'est ce qu'on a dépassé le pic des hydrocarbures. Alors, pour les hydrocarbures classiques, on l'a dépassé probablement vers 2008. Donc, on est déjà dans la décroissance sur le pétrole. Le drame, c'est que c'est comme quand vous buvez une canette de Coca-Cola et qu'elle est posée sur la table et que vous buvez à la paille, vous ne sous-pesez pas la canette. Et donc, tant que la canette n'est pas vide, pour vous, elle est pleine. Et elle est vide au moment où la paille commence à faire du bruit. Eh bien, c'est le problème qu'on a avec nos sociétés, c'est que les énergies fossiles, on ne les voit pas et on ne voit pas le niveau. Et en plus, c'est un stock, donc le débit que l'on utilise, que le débit dépend simplement de la taille du tuyau que l'on met dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement problématique. Pourquoi? Parce que ça nous met à distance de la perception de cette énergie. Et tant que nous, citoyennes et citoyens, nous sommes à distance de la perception de l'énergie, il est très difficile pour nous d'imaginer comment se situer et comment agir. Alors, je voudrais basculer maintenant dans une autre partie. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Mais vous, encore un quart d'heure d'exposé, mais enfin, vous prenez le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de règles fondamentalement établies. Un quart d'heure? Oui, on a encore un stock d'un quart d'heure. D'accord, ok, ça va très bien alors, très bien, ok. Alors, je continue mon propos avec maintenant la question de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est quoi? Alors, vous pourrez trouver énormément de définitions de l'Anthropocène. Il y a même un dictionnaire critique de l'Anthropocène. C'est vous dire si le sujet fait débat. Moi, je vais vous donner une définition qui est la définition du physicien. Je suis physicien, personne n'est parfait, mais c'est à peu près ce que je connais le moins mal. Quelle est pour moi la définition de l'Anthropocène? Eh bien, je vais reprendre la définition qu'on avait de l'énergie. L'énergie, c'est la mesure des transformations de la matière. Si j'ai un peu d'énergie, je peux un peu transformer la matière.
si j'ai énormément d'énergie, je peux énormément transformer la matière terrestre. Eh bien, avec l'arrivée des énergies fossiles, nous, humains, nous nous sommes trouvés dans la situation finalement d'être en quelque sorte des démiurges, c'est-à-dire que nous avons eu à disposition une énergie dans des quantités tellement importantes que nous sommes devenus capables de transformer la matière de la planète Terre à l'échelle même de cette planète. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte touché les bords du bocal. Donc pour moi, physicien, la définition de l'Anthropocène, c'est le moment où les humains utilisent une quantité d'énergie suffisamment grande, enfin tellement grande, qu'elle en vient à modifier la planète Terre à l'échelle même de cette planète. Aux époques anciennes, ce n'était pas le cas. Tant qu'il n'y avait pas les énergies fossiles, ça n'était pas le cas et ça ne pouvait pas être le cas. Pourquoi ça ne pouvait pas être le cas? Parce que l'énergie était celle du soleil. Ça n'était pas un stock, c'était un flux. Donc c'était limité par ce flux. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec ces énergies fossiles? Eh bien, effectivement, avec ce stock, on a été en capacité de brasser la matière terrestre à des échelles jamais rencontrées. Et il y a un travail donc d'ici de Rockström en 2009 qui représente un certain nombre de secteurs et qui représente certains cercles concentriques en montant des zones à l'intérieur du premier cercle concentrique, ça serait une planète sûre. Entre les deux cercles qui sont ici, c'est des questions qui sont des zones d'inquiétude, ok. Et puis lorsqu'on est en dehors de cette cercle-là, ce sont vraiment des phases qui sont tout à fait critiques. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui posent aujourd'hui pas encore problème. L'acidification de l'océan, ça pose déjà problème, mais c'est pas encore considéré archi-critique. L'ozone, c'est quelque chose qui est plutôt en régression. Le changement climatique, ça commence à devenir assez sévère, ok. L'utilisation des terres, ça commence à devenir sévère, mais c'est pas archi-critique. Par contre, des choses qui sont vraiment critiques, c'est la biodiversité. Là, il y a un véritable problème aujourd'hui, et vous l'avez forcément entendu dans la presse, donc je ne vais pas y revenir, et vous trouverez les chiffres partout. C'est parfois des chiffres très très inquiétants, les fameux printemps sans oiseaux et autres. Et il y a d'autres points qui sont ici, et je vais en parler un petit peu, c'est le problème de l'eutrophisation des sols par un excès d'azote sous forme d'engrais azotés, et puis un problème qui est, lui, un problème de stock, c'est celui du phosphore, et effectivement les amendements en phosphore qui commencent à être un véritable problème, et là on est dans des zones de risque. Alors, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, ça, Rockström, on est en 2009, mais j'ai parlé ici d'un grand ancêtre, c'est-à-dire Denis Meadows, le rapport qu'on appelle le rapport du Club de Rome, en 1972. Alors, 1972, on est 2 ans avant les élections en France, et en 1974, on avait un candidat dont tout le monde se moquait, qui était René Dumont, écologiste, et qui disait « mais la planète va mal, et ça va vraiment très très mal ». Il y avait un certain nombre de scientifiques assez grand public et renommés, que je nommerai pas, qui considéraient que c'était tout à fait ridicule de penser que la planète allait mal et que le climat était en train de changer. Le rapport Meadows, lui, a été écrit sans être une prédiction, ce sont plutôt des heuristiques, mais il disait, écoutez, voilà, si on considère les choses avec des sources, une baisse des ressources non renouvelables, et puis qu'on regarde la progression de l'industrie par habitant, les services par habitant, et qu'on regarde la population mondiale qui augmente aussi, eh bien, on obtient des scénarios qui montrent que, eh bien, la baisse des ressources non renouvelables va entraîner, on voit que c'est la première à chuter, va entraîner globalement, assez rapidement, une baisse de la production, et puis d'autres choses, dont la baisse des ressources alimentaires, et à un terme plus long et plus mou, une baisse de la population. Alors ça, c'était en 72. Les choses qui sont réalisées sont représentées ici avec les traits gras. Ça suit globalement les courbes. Et ces choses-là ne sont pas particulièrement rassurantes. Donc, il y a effectivement quelque chose qu'il est véritablement nécessaire de faire. Alors, la manière dont Meadows faisait, c'était de considérer qu'il y avait des industries, des services, ici une population, et qu'il y avait des ressources naturelles
dont une grande partie non renouvelable. Ces ressources non renouvelables ici donnent le scénario qui est ici, avec une chute. Et en fait, ces ressources non renouvelables, ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'il y a eu beaucoup de débats. Le rapport Meadows a été très attaqué. On a dit, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir des limites. Ça, c'était Stiglitz, c'est Solow qui ont fait ça. C'était pas vrai qu'il y avait des limites. Le débat existait jusque fin des années 98. Et en fait, il y a toute une pensée qui existe encore dans la tête de certains, qui est de considérer que non, nous ne sommes pas arrivés aux limites de la planète. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est une vieille pensée qui date du XVIIIe siècle, de l'époque des physiocrates. Alors les physiocrates avec en capitaine, je dirais, François Quesnay, qui est le premier à avoir construit un modèle macroéconomique, et il disait que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue que la terre est l'unique source de richesse, et que c'est l'agriculture qui les multiplie. Donc là, on est dans une pensée où la seule richesse qui fasse fonctionner toute l'économie, d'accord, la classe productive, donc c'est essentiellement, c'est effectivement les producteurs terriens, les propriétaires, et puis la classe stérile, alors c'est pas péjoratif, mais c'est toutes les autres fonctions. Ici, la seule richesse, c'est la terre, et c'est la terre seule qui fournit. Ce qui est une autre manière de dire que de toute façon, in fine, au bout du compte, c'est le soleil qui donne. C'est le soleil qui donne. Alors, la grande différence, c'est qu'à l'époque, effectivement, on était avant révolution industrielle, donc on était sous le régime du flux du soleil. Continuer à penser que la nature donne gratuitement, or c'est encore ce que l'on fait, alors qu'on est avec des ressources non renouvelables, c'est relativement inconséquent comme pensée. Ok ? Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important, montrer que ce qui reste encore dans la pensée de certaines personnes est en fait une pensée qui est parfois une réminiscence de choses assez anciennes. Je voudrais donner un exemple ici sur ce qui est arrivé avec les énergies fossiles, ce que j'appelle la révolution agricole, qui, elle, n'est pas dans les débuts de la révolution industrielle, mais vous voyez que c'est en fait après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un essor qui est absolument majeur. Avant la Seconde Guerre mondiale, on est sur des productions qui sont à peu près constantes. Bon, il y a quand même deux grandes guerres que vous connaissez comme moi. Ce sont les travaux de mon collègue Petros Chatzimpíros avec Szilárd Chawi, qui travaillait en thèse avec lui et qui aujourd'hui travaille à l'INRAE. Et je les remercie pour ce magnifique travail qu'ils ont réalisé. Ici, vous voyez que à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a une envolée de la production agricole. Cette envolée de la production agricole, elle vient d'où ? Elle vient de la mécanisation de l'agriculture d'une part et de l'arrivée des intrants en engrais azotés d'autre part. Alors, vous l'avez ici sur l'essor des tracteurs. Vous voyez qu'effectivement, on a une mécanisation de l'agriculture qui commence et qui se développe très très fortement après la Seconde Guerre mondiale pour devenir archi-dominante, évidemment. Alors, à la question que l'on peut poser, qui est est-ce que l'on pourrait nourrir une planète avec 10 ou 12 milliards d'habitants? La réponse, c'est oui, on pourrait. On pourrait à condition d'avoir des énergies fossiles qui permettent d'avoir des tracteurs et qui permettent d'avoir des engrais, qui sont des engrais de synthèse et qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Bien que, quand je dis beaucoup d'énergie, l'agriculture est un gros producteur de gaz à effet de serre, mais ça n'est pas un très très gros producteur d'énergie comparé à d'autres secteurs. Il y a une grandeur qu'on appelle le EROI, qui est l'Energy Return on Invest. Cette grandeur, elle a été inventée dans le secteur pétrolier au début du XXe siècle, et c'était de j'ai besoin de combien d'énergie pour aller récupérer du pétrole. C'était au Texas. Et à cette époque-là, vous arriviez avec un bidon de pétrole pour alimenter vos machines, et vous étiez capable de sortir 100 bidons de pétrole. Donc c'était comme dans Lucky Luke, hein, on donne un coup de pioche dans le sol, et ça fait un geyser de pétrole. Donc le EROI était de 100. Aujourd'hui, les meilleurs pétroles du monde qui sont en Arabie Saoudite ont un EROI de 20. Donc on est à 5 fois moins. Et quand on va regarder les sables bitumineux de l'Alberta, qui ne sont pas particulièrement des solutions propres, les EROI sont aux alentours de 3 ou 4. Donc vous voyez qu'en fait, on a un EROI qui s'est effondré sur les énergies fossiles. Alors on peut calculer le EROI dans l'agriculture, c'est-à-dire de considérer que dans un champ, j'amène de l'énergie et quelle est la quantité d'énergie que je ressors du champ sous forme de nourriture. Eh bien, avant les révolutions agricoles, le EROI était de 2, c'est-à-dire je gagne une part en faisant de l'agriculture, eh bien je gagne une part en énergie.
grâce à l'arrivée de la mécanisation, on est arrivé à un HEROI de 4. Donc ce HEROI de 4 nous permet effectivement de bien mieux alimenter la planète qu'on ne le faisait avant, mais on est devenu absolument et intégralement tributaire des énergies fossiles. D'accord? Alors, un HEROI de 2, ça permet d'observer une chose, c'est qu'une ville, comme le dit Petros Chatzimpiliros, une ville, c'est le surplus des campagnes. Donc aujourd'hui, quand on nous parle d'effectivement faire de la production agricole à l'intérieur des villes, c'est très sympathique, mais depuis la nuit des temps, les villes, ça n'est que le surplus des campagnes. L'énergie sous forme de nourriture qui arrive dans les villes, elle ne vient pas des villes, elle vient des campagnes. Alors, je voudrais maintenant terminer mon propos en parlant d'un petit point qui est un point d'économie, qui est la relation entre l'énergie et le PIB. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que l'énergie ne coûte pas très très cher. Or, tous les bilans qu'on nous propose sont des bilans monétisés. Et donc, la facture énergétique dans les bilans qu'on nous propose, eh bien, elle ne représente pas forcément grand-chose. L'OCDE, par exemple, dans ses modèles macroéconomiques, l'énergie, c'est 6%. Donc, si le modèle est précis à 10%, c'est presque dans la barre d'erreur. Alors, quand on nous dit ça, moi, ma réponse, c'est je suis un physicien. Donc, qu'on me parle en euros, en dollars, je ne connais pas. Par contre, qu'on me parle en réalité du service proposé, je connais. 6%, et je dis que j'en tiens pas compte, très bien. Dans mon budget domestique, 6%, c'est à peu près ma consommation d'eau avec la facture en eau chaude sanitaire. Très bien. Je me dis, bah, ces 6%, je décide que ça n'a aucune importance, je ne les paye plus. Je ne les paye plus, je n'ai plus l'eau courante et je n'ai plus, évidemment, a fortiori l'eau chaude sanitaire. Est-ce que ça impacte ma vie à proportion de 6%? Vous voyez tout de suite que absolument pas. Donc vous mesurez que le fait de monétiser les grandeurs qui sont des grandeurs physiques nous permet de désencastrer complètement et de perdre le sens réel des choses. C'est pour ça ici que j'ai repris les choses de Jean-Marc Jancovici, pardon, qui est la courbe de consommation d'énergie, de pétrole. Alors vous avez le point qui est ici 1973 et puis 82. Et puis ici, c'est GDP, c'est-à-dire le PIB. Et on voit que plus on consomme d'énergie, plus le PIB monte. Pourquoi? Parce que le PIB, c'est quelque part la mesure de l'amélioration des infrastructures, etc., c'est-à-dire des transformations de la matière. À nouveau, l'énergie est une mesure des transformations de la matière ici que j'évalue à partir de mon PIB. En 73, il y a la crise pétrolière, le premier choc pétrolier. On a une petite époque qui, pour ceux d'entre vous qui ont à peu près le même âge que moi, vous vous souvenez, c'est l'époque de la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. C'est l'époque de chasser le gaspille, etc. Donc c'est une époque où, juste avant le crack, on était particulièrement dispendieux et on se met à faire des efforts sur la consommation. Donc on se met à consommer moins de pétrole et on a un PIB qui continue à très légèrement augmenter, mais très peu. Et puis après, on repart, les années 80, d'accord, comme on sait, des années folles, et on repart, et aujourd'hui on est sur cette trajectoire-là. Pourquoi je vous montre cette courbe-là? Bien parce que les scénarios qui sont proposés par le GIEC pour avoir une limitation du réchauffement climatique, ce sont justement des courbes de ce type-là, c'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est qu'on revienne avec une croissance, qu'on pourrait appeler la croissance verte. La croissance verte, c'est quoi? C'est continuer à faire du PIB avec moins d'énergie, c'est-à-dire une courbe qui remonte dans ce sens-là, si vous voyez bien sur la flèche. Vous voyez que c'est arrivé une fois, mais avec une pente qui était très faible, donc une croissance forte avec une consommation d'énergie bien moindre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc c'est quelque chose de particulièrement ambitieux. Une chose que l'on a un petit peu fait, c'était consommer moins d'énergie et avoir un PIB qui cesse sensiblement de croître. Alors, pour ceux qui disent, oui, mais de toute façon, comme on peut lire dans certains magazines, au bout du compte, c'est quand même les cours à la bourse qui vont décider, c'est Wall Street qui décide, et donc il faut monétiser les choses, soit parlons à ce moment-là de consommation d'énergie, et regardons ça, non pas cette fois-ci en valeur physique, en quantité, mais en coût. Et donc là, vous avez le prix du baril, d'accord? Et ici, vous avez le PIB qui est mesuré en dollars constants. Et vous voyez que là, on a à ce moment-là une courbe qui n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, pensez notre affaire énergétique en termes de coût, ici, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est effectivement de prendre acte que
le PIB en tant que transformation de la matière, c'est effectivement quelque chose qui est un indicateur et qui est directement relié à la consommation d'énergie. Les prix, ça, c'est complètement autre chose, ça a une volatilité, comme vous le savez. Et ça, c'est un très gros problème, car le monde économique continue à penser avec des données monétisées qui n'ont aucun lien avec le monde physique. Et quand je dis aucun lien avec le monde physique, je mets ça en rebond de mon propos du début, qui est « nous sommes déconnectés, désencastrés de notre monde réel. Notre puissance en tant qu'animal, c'est 130 watts. Or, au jour le jour, la puissance moyenne que nous mettons en œuvre pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir nous nourrir, etc., remplir les grandes surfaces et les magasins et autres services, eh bien, c'est deux ordres de grandeur de plus, c'est-à-dire 50, 100 fois plus que ces 100 watts. OK. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire ici. Et je voudrais conclure maintenant en disant une chose qui n'est pas du tout un propos technique, qui est beaucoup plus un propos citoyen et politique, et je vais revenir sur ce point-là, qui est d'innover et de penser le monde de demain matin. Alors, pas le monde de demain, mais vraiment demain matin, c'est-à-dire très très tôt. Innover, je parle de quoi? Je ne parle pas du progrès technique. L'immense majorité des innovations technologiques que nous allons utiliser pour faire cette transition, elles existent. Il faut cesser de rêver en imaginant que demain, on arrivera à avoir du PIB qui va croître à 2, 3, 4% en consommant beaucoup moins d'énergie. Non. Cessons de rêver sur le fait que demain, on va peut-être, en donnant un coup de pioche, trouver une solution énergétique qui va réduire le problème de l'énergie sur toute la planète. Non. La chose, elle est dans la construction du récit commun, c'est-à-dire que c'est un projet politique, et étant physicien, je n'ai pas compétence pour ce projet politique. J'ai participé par contre au manuel de la grande transition, qui lui propose un regard qui est un regard interdisciplinaire, et je me tiens à votre disposition pour tous les échanges maintenant, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Goupil, pour cette densité. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà quelques premières questions? Là, il y a un écho. Merci, je peux intervenir. Merci pour votre présentation. C'était très enrichissant. Moi, je ne connaissais rien. Je suis plutôt littéraire. Mais j'ai bien suivi. Donc, ça veut dire que je pense que c'était clair. Je rebondis juste sur votre dernière slide. En fait, moi, je me dis à chaque fois qu'on fait l'apologie de la croissance du PIB. Et c'est toujours bien de croître, mais en fait, il faudrait renverser notre pensée et se dire on a déjà tout ce qu'il nous faut, en tout cas dans les pays développés, et on pourrait essayer d'amorcer une décroissance et renoncer à certains, entre guillemets, plaisirs de la vie, et qui fait qu'on pourrait justement aller dans le bon sens, en plus de l'innovation, des autres choses, bien sûr. Non? Qu'en pensez-vous? Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question. Effectivement, je dirais une chose. Imaginez une croissance de PIB qu'il faut remarquer quand même qu'en Occident, on ne l'a plus depuis belle lurette. Hein. Mais imaginez une vraie croissance de PIB en consommant moins d'énergie, ça, il faut oublier. Donc effectivement, si on s'accroche à l'idée de vouloir une grosse croissance de PIB, ça va être incompatible avec nos objectifs. Maintenant, la seule expérience qu'il y a eu, ça a été une expérience forcée entre 73 et 82, où on a plutôt une stagnation de PIB. Ensuite, est-ce qu'il faut imaginer une décroissance? Alors, on peut effectivement, et de toute façon, il y a un certain nombre de secteurs qui vont décroître nécessairement, qu'on le veuille ou non. La question, c'est est-ce que ça va décroître de manière accompagnée ou est-ce que ça va décroître de manière violente? C'est un petit peu, si je peux me permettre, en prenant un exemple qui est celui du bâtiment et des habitats, la sobriété énergétique dans les bâtiments pour les personnes qui y habitent. On a aujourd'hui, je crois, entre un peu plus de 15% des foyers français qui sont en précarité énergétique. Ces gens-là pourraient ne pas être en précarité énergétique, mais en sobriété énergétique. Encore eût-il fallu qu'ils aient des habitats salubres et correctement isolés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver dans une zone de sobriété, et j'ai pris cet exemple du bâtiment volontairement, pour arriver dans la zone de sobriété, il faut investir pour se donner et se mettre dans la situation de la sobriété. À ce moment-là, une fois qu'on a fait l'effort, et c'était proposé par Gaël Giraud qui disait, écoutez, si l'État
Alors à l'époque, les gens hurlaient en disant, vous vous rendez compte, vous dites qu'il faut investir 10 milliards par an pendant 7 ans. Après un an de Covid, 10 milliards, on se demande. 10 milliards par an pendant 7 ans, et à ce moment-là, on rénovait la totalité du bâti et on mettait tous les foyers hors d'eau par rapport à la précarité énergétique. 10 milliards pendant 7 ans, il faut voir que la facture énergétique, quand il a proposé ça il y a 4 ans, la facture énergétique française, de mémoire, c'était 58 milliards. Donc on mettait 10 milliards de plus, d'accord, mais au bout de 7 ans, la facture énergétique, on l'effaçait assez massivement. Pourquoi? Parce qu'en France, on parle tout le temps du nucléaire, mais en France, 80% de la facture énergétique française, c'est du fossile. Donc si dans l'habitat, on fait effectivement cet investissement, c'est un investissement gagnant. C'est un investissement gagnant. En plus, ça crée des emplois puisque c'est effectivement des choses qui vont, c'est pas de la haute technologie qui va arriver de Chine, c'est qu'il y a des choses qu'on sait faire sur le territoire. Donc ça, c'était pas complètement délirant. Mais pour ne pas quitter votre propos et parler de la décroissance, je parlerai de sobriété. L'intérêt, c'est d'arriver dans une zone de sobriété. Pour arriver dans une zone de sobriété, il faut effectivement mettre les moyens pour aller dans cette zone de sobriété. Faire attention aux indicateurs, parce que si vous regardez les factures énergétiques des foyers français, eh bien une première lecture, ça peut être de dire, il y a plein de gens qui consomment très très peu, donc ils sont sobres. Non, 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 non. Parmi eux, il y en a quand même plus de 15% qui sont précaires. Il ne faut pas confondre. Donc il faut faire attention aux chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sobriété qui permet d'avoir une résilience, elle a nécessité une infrastructure. D'accord. Si je reprends l'exemple de la Covid maintenant et l'exemple du secteur de santé, ce qui nous manque, c'est une forme de résilience. Si on avait eu, et sans faire une polémique dessus, plus de moyens pour l'hôpital et plus de lits en réanimation, on serait dans une situation moins tendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de maintenir un outil hospitalier, un outil de santé, y compris en dehors des périodes de pandémie. Donc à ce moment-là, il existe et il faut le maintenir alors qu'on ne l'utilise pas à 100%. Et ça a un coût qui n'est pas simplement un coût de construction, mais un coût de maintenance d'infrastructure. Est-ce qu'on est prêt à payer ce coût de maintenance d'infrastructure? Parce que, à contrario, et je reviens sur la décroissance, si on souhaite la décroissance, mais on peut souhaiter la décroissance, d'accord, et la mettre en œuvre, d'accord, mais on ne peut pas décréter qu'elle sera heureuse. Parce que si la décroissance, ça signifie qu'on va décréter qu'on va cesser d'investir dans tel et tel poste, il y a tel et tel poste qui, le jour où la bise elle fut venue, pour reprendre La Fontaine dont on fête les 400 ans, eh bien, on peut effectivement se dire, ce qu'on a un petit peu fait sur la santé, bon, mais ça aurait pu être sur autre chose, sur la sécurité alimentaire et autres, se dire, non, non, on va mettre à flux tendu et on ne va pas s'embêter à investir, et on va au contraire baisser parce qu'on dit qu'on va décroître, mais attention, décroître, ça peut être aussi se mettre en zone de danger très grave par rapport à la résilience. Donc c'est pour ça que là, il y a la question du récit commun, et la question du récit commun, elle est très importante. Et la Convention citoyenne, là-dessus, pour moi, était quelque chose de très intéressant, de voir que ces citoyennes et ces citoyens se sont rendus compte qu'on ne peut pas simplement avoir un discours en disant « on doit décroître ». Il y a un plancher à la décroissance, et en dessous de ce plancher, il y a des choses qu'on ne fera plus. On a cessé d'investir certaines choses en santé, et du coup, il y a une résilience qu'on a perdue. Eh bien, on pourrait demain perdre en résilience parce que pendant les beaux jours, on décide de ne plus financer quelque chose qui nous manquera cruellement le jour où il fera froid. Voilà. Et tout ça, c'est citoyen, et c'est nécessairement, au bout du compte, et je le dis en présence d'un élu que je salue et je respecte profondément le travail qui est réalisé, c'est effectivement la décision des citoyennes et des citoyens quand ils mettent leur bulletin de vote. Et le récit, il est à construire avec les élus. Vous voyez? Et ça, c'est très, très, très important. C'est véritablement très important. Ok. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Moi, j'avais une question un peu dans le même style. Bonjour, monsieur Goupil. Merci pour tout ça. J'avoue, j'ai envie de m'adresser aux physiciens un peu plus tard pour parler de thermodynamique, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez passionnant. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur le récit, c'est vrai que j'avais discuté avec le maire de Los Angeles, qui est une ville pilote du développement durable, et qui disait qu'il faut un développement durable et désirable. C'est vrai que la question du récit est importante. Et il y a eu des bouquins qui étaient assez à la mode dans les années 70-80, typiquement Daniel Quinn,
qui parlait justement, qui proposait une vision alternative qui était quand même plus proche du chasseur-cueilleur que du bobo qui avait un vélo électrique, quoi. Donc jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Comment est-ce que vous le sentez? Et pour vous, c'est quoi le bon récit? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a une forme de... J'avais des copains qui avaient des posters chez eux, une forme d'effectivement d'un récit tout à fait désirable de ce que devrait être... alors, c'était des affiches des années 70, hein, de ce que devrait être la société. Alors, on avait évidemment des AMAP, et puis il y avait des éoliennes à des endroits, et puis quelques panneaux photovoltaïques à des endroits. Et tout le monde était content avec ça. On voit qu'aujourd'hui, bon, bah, même les éoliennes, on peut trouver des personnes qui sont contre. Mon propos, c'est plutôt de dire que, pour revenir sur votre remarque, le récit, il est collectif. Et si on regarde les propositions qu'il y avait dans les récits anciens, ce n'étaient pas des récits si collectifs que ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est quand je le disais par exemple sur le transport, la solution pour le transport, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le transport commun. C'est une efficacité incomparablement supérieure. Donc ça veut dire une infrastructure, donc ça veut dire des décisions politiques, donc ça veut dire toutes sortes de choses. Mais le récit à construire, il peut être tout à fait désirable en étant terriblement exigeant. Et je crois que c'est quelque chose que l'on doit petit à petit arriver à accepter. Nous sortons d'une époque, et je l'ai un petit peu dit, mais on sort d'une époque qui est finalement celle des 30 Glorieuses. Notre passé immédiat, c'est les 30 Glorieuses. Et c'est assez dramatique parce que du coup, on est à peu près dans l'incapacité de penser ce que peut être demain en essayant de se référer à hier, parce que le hier qu'on a était totalement singulier. Et donc, le récit, pour reprendre pour reboucler sur votre remarque, c'est nécessairement la construction d'un collectif. Nécessairement, aux différentes échelles. Alors du coup, j'en profite pour m'adresser aux physiciens. Désolé si je coupe ma caméra, c'est parce que j'ai les générations futures sur les bras. Quand on parle de récit, il y a pas mal on va dire d'intuitions, de modèles qui se construisent. Typiquement, on parle de l'économie des biens communs, on parle de la négoanthropocène, on parle beaucoup d'économie, de modèles pour la transition. Et on fait beaucoup appel à un concept thermodynamique qui s'appelle l'entropie. Alors j'ai vu que vous avez directement mis un petit panneau warning sur ce terme-là. Du coup, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, notamment parce que moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler et qui avait adopté un peu l'analogie négantropie égale information. Donc en fait, la construction du récit commun dont vous parlez, c'est un peu les êtres humains et la société qui s'auto-organisent pour être résilientes, quoi. Et donc, quels sont les fondements un petit peu physiques, puisque vous êtes un vrai physicien, entre guillemets, sachant que même Schrödinger ou même Georgescu Roegen, je crois, mentionnait quand même ce terme de négantropie. Bref, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'entropie, c'est juste une analogie, ou est-ce qu'il y a vraiment des fondements ou des parallèles à faire avec le monde réel, l'économie et l'organisation des sociétés? Alors, ce sont même pas des parallèles, c'est l'entropie, c'est une des expressions du second principe, donc on est sur quelque chose qui est effectivement fondamental en physique. Je vous ai dit que l'énergie, quand la qualité de l'énergie était grande, elle permettait de structurer la matière, tout y est. L'énergie peut exister sous forme concentrée ou diluée, c'est-à-dire sous forme de travail ou de chaleur, et donc on peut effectivement avoir une énergie qui se dégrade. C'est ce que vous avez quand vous avez un frottement, par exemple. Et la matière, vous avez une dispersion de l'énergie quand vous partez du travail à la chaleur. Et il y a la même chose pour la matière. Si vous avez de la matière concentrée et de la matière dispersée, eh bien, vous pouvez calculer effectivement cette chose à partir d'une mesure qui serait une mesure de l'entropie. Je dis au passage une chose qui est que parfois on utilise le terme d'entropie pour dire que c'est une mesure du désordre. Ça, c'est impropre. Le concept de désordre n'est pas un concept scientifique en soi, c'est-à-dire c'est culturel. Si j'ai un jeu de cartes et que j'habite dans une certaine culture, on décide que ça se range par couleur, et on va dire qu'on s'est rangé par couleur, c'est ordonné, sinon c'est désordonné. Puis dans une autre société, on va dire non, ça se range par figure, sinon c'est désordonné. Donc vous voyez que le concept d'ordre ou de désordre, c'est tout à fait relatif. Si
ce qui n'est pas encore votre cas, mais des enfants adolescents, et que vous ouvrez la chambre de votre fils adolescent et que vous lui dites ta chambre est en désordre, lui vous répondra non, elle est en ordre. Vous voyez que tout est affaire de perception. Donc ça, c'était sur ordre des ordres. Maintenant, je reviens sur Georgescu Roegen. Effectivement, Georgescu Roegen, avec son bouquin en 71, La décroissance, marque très clairement le fait que nous sommes sur une planète où nous sommes en train de disperser la matière de la planète. On prend les réserves, les ressources dans les mines, et ensuite ces éléments, on va les retrouver dispersés partout sur la planète, et que le recyclage absolu est une chose qui est à peu près infaisable. Donc il y a des ressources qui sont des ressources de stock, qui se dispersent et qui ne se reconcentreront jamais d'elles-mêmes. Donc quand nous tapons dans les mines de cuivre ou d'autres, ou de cobalt, ou de coltan, ça c'est des choses qui sont, je dirais, one shot. On ne va pas les faire plusieurs fois, et là-dessus, Georgescu Roegen avait tout à fait raison de le dire. Il a été très sévèrement attaqué par Stiglitz et par Solow pendant longtemps. Il a donné naissance à une école qui est l'école, enfin, l'un des papas de l'école Ecological Economics, avec deux élèves importants qui sont Herman Daly et Kozo Mayumi, et qui, eux, vont effectivement porter cette école et dans la fin des années 90, à avoir des débats encore très très vifs sur ces questions-là. Donc la question d'entropie, elle est centrale au sens où, oui, nous sommes, nous, humains, en train de disperser la matière sur la planète Terre. Alors, disperser la matière, qui est la matière organique, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a des plantes qui, avec la photosynthèse et via un apport d'énergie de bonne qualité, la reconstituent. Mais il n'y a pas de plantes, et encore moins d'animaux, qui reconstituent les stocks miniers, et encore moins les stocks d'énergie fossile. Sur la question de l'énergie fossile aussi, je me permets de passer la petite histoire, qui est qu'on pourrait se dire, oui, mais peut-être qu'il se fabrique encore du pétrole et du charbon sous la Terre. Alors, dans des proportions effectivement très faibles, parce que 100 millions d'années pour en faire, c'est quand même long. La réponse, c'est que probablement, il ne se fabrique même plus de charbon et de pétrole, parce qu'au cours de l'évolution, sont apparus des champignons qui se sont mis à dégrader la lignine, qui est la partie dure du bois, et donc ça a été une voie de dégradation du bois qui s'est superposée et qui a pris le pas sur la dégradation en hydrocarbures. Ça, c'est une petite anecdote, mais ça ne change pas grand-chose pour l'histoire, mais c'est quand même intéressant de voir que la nature a en plus arrêté la production de pétrole et de charbon à une époque. Voilà pour l'entropie. Donc oui, l'entropie est absolument centrale. J'évite de l'utiliser parce qu'elle est très utilisée avec des arguments d'autorité, et je préfère parler d'énergie concentrée, d'énergie dispersée, de matière concentrée, de matière dispersée. Voilà. Et sur le concept de négantropie, du coup, qui est en termes de storytelling, quand même, c'est, voilà, il faut partager. C'est un peu le. Alors, vous m'expliquerez, parce que moi, c'est en amateur que je me suis intéressé à ça. Mais c'est un peu le démon de Maxwell. Le fait de partager de l'information permet d'organiser finalement une structure dissipative. Et typiquement, les sociétés s'auto-organiseraient grâce au partage de l'information. Et l'important actuellement, c'est de partager les connaissances et les savoirs pour que l'humanité s'auto-organise pour un petit peu organiser sa résilience et la gestion de ses ressources, quoi. Et en termes de, alors, est-ce que c'est que du storytelling ou est-ce qu'il y a une base scientifique sur cette négantropie? Je sais qu'il y a eu des travaux, notamment, vous parliez de Georgescu Roegen, mais il y avait aussi à l'âge de la cybernétique, c'était un peu mesure du bruit dans le code, les 0 et des 1, etc. Et l'information, alors c'est Shannon, je crois, qui reprenait un peu l'entropie en disant, bah voilà, l'information vient combattre l'entropie. Donc, et du coup, il y a plein de modèles qui se construisent sur ce partage d'informations pour lutter contre l'entropie du monde inéluctable. Alors, j'aurai une réponse qui sera une réponse de citoyens qui constatent qu'on n'a jamais eu autant accès au partage de l'information et on n'a jamais autant consommé d'énergie pour à peu près rien, c'est-à-dire maintenir des clouds dans lesquels on stocke des photos que l'on ne regardera jamais. Aujourd'hui, le numérique sur la planète qui nous permettrait de partager l'information pour le meilleur, en fait, le fait pour le meilleur, mais pas que pour le meilleur, a un coût énergétique qui est absolument colossal. Donc, la présence de l'information et le partage de l'information ne nous a pas conduit à gagner quelque chose. Ça, c'est le constat du citoyen. Pour autant, il est vrai que à partir du moment où
la matière se structure de façon bien organisée, il y a un gain important. Lorsque le vivant apparaît, l'ADN n'existe pas. Et puis il y a un moment dans le vivant, si je peux me permettre cette petite phrase un peu rapide, mais la nature, c'est un peu anthropomorphique, je vous m'en excuserai, mais la nature invente le plan. Le plan, c'est quoi? C'est l'ADN. Et effectivement, quand vous avez un plan, c'est beaucoup plus facile pour répliquer et reconstruire des objets, et vous êtes beaucoup plus efficace dans la manière dont vous allez utiliser la matière et dont vous allez utiliser l'énergie nécessaire pour structurer cette matière. Donc il est clair que la présence du plan, c'est-à-dire une information qui est stockée quelque part, c'est plus pratique. Et dans une mairie, c'est quand même mieux, effectivement, s'il y a de l'information qui est correctement rangée. On est bien d'accord. D'accord? Sinon, si une citoyenne ou un citoyen arrive pour demander des informations cadastrales, si c'est pas rangé quelque part, ça va être beaucoup plus embêtant. Ok, ça c'est vrai. Donc, le fait que l'information permette effectivement un meilleur usage de l'énergie et de la matière et permette au bout du compte d'obtenir une moins grande production d'entropie, c'est un fait. Et je dirais un autre exemple. Si vous avez un litre d'essence et que vous le brûlez, vous pouvez le brûler en le jetant sur le sol et en mettant une allumette. Ça produit que de la chaleur, ça produit rien comme puissance mécanique. Mais pour autant, ça produit du CO2 et de l'eau. Donc le bilan en termes d'énergie, il est ce qu'il est. Si vous brûlez ce litre d'essence dans un moteur à combustion interne, le bilan énergétique, c'est le même. C'est la même quantité d'énergie. Le bilan en termes de matière, c'est le même. C'est du CO2 et de l'eau. Pourtant, l'énergie que vous avez produite, ce n'est pas que de la chaleur, mais il y a une partie qui est du travail mécanique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un moteur. Et un moteur, c'est quoi? Eh bien, c'est une manière de contraindre, alors je vais utiliser une expression, contraindre le devenir anthropique du carburant. C'est-à-dire qu'en brûlant, plutôt qu'en brûlant et en s'en dispersant dans tous les degrés de liberté qui sont eh bien, un nuage de feu, eh bien, je vais le brûler de manière contrainte, très savante, en utilisant une information accumulée par des ingénieurs et autres personnes qui ont constitué ce moteur. Et donc, vous voyez qu'ici, effectivement, la présence de la structuration de la matière au sens d'une information en dur, un moteur, c'est de l'information en dur qui va coder le devenir anthropique du carburant. Donc là-dessus, oui, je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins tout à fait. Mais maintenant, il n'en demeure pas moins que c'est pas parce que c'est possible que ça marche à tous les coups. Et on a aujourd'hui une super information avec le numérique et le résultat est quand même pas super jojo. Merci beaucoup. C'est intéressant, du coup, ça légitime un peu quand on parle de société de la connaissance, et que finalement, il faut que l'information soit partagée et la bonne information, pas que du bruit. Et finalement, on en arrive à des conclusions de Jean Covici qui dit le numérique doit aider à la transition écologique et pas à diffuser des vidéos en 4K, en 5G pour faire du bruit et augmenter l'entropie mondiale, quoi. Ok. Mais par contre, Wikipédia, oui, ça marche. Merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser les questions s'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Merci beaucoup. Je vous en prie, les questions sont les bienvenues. Je voulais vous interpeller sur votre vision de ce qu'on peut entendre par sobriété, qui est quand même quelque chose qui est difficile à définir et à se représenter si on veut ne pas être dans un modèle de décroissance. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est on va dire, en flux tendu à 7 milliards. Est-ce que cette sobriété, elle est jouable à 10 milliards si les gens avaient des exigences qui, en termes de niveau, ne changeaient pas on va dire, de registre, d'importance, et pour autant, il y a, tout à l'heure, vous mettiez justement, je crois, en défaut cette notion de PIB. Là, on est aussi à raisonner potentiellement à indice de bien-être constant. Mais si demain, on est à aligner 10 milliards, 12 milliards de personnes sur, on va dire, la même satisfaction des besoins que ne l'ont les Occidentaux, est-ce que ce modèle de sobriété, il est jouable? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on a les pistes? Ou est-ce qu'il y a du renoncement? Et comment fait-on pour faire renoncer
les parties de la population mondiale qui n'ont pas accédé au niveau, on va dire, d'aisance, de modernisme que l'on a en Occident. C'est l'autre point de la question. Et s'il s'agit de gérer cette question en bien commun, comme vous l'avez suggéré aussi à travers la question du récit, comment fait-on sur le plan démocratique, puisqu'on est quand même dépendant de différents régimes, de différentes manières de voir les choses, et où aujourd'hui, force est de constater que dans cette situation d'urgence, on continue à déforester l'Amazonie. Oui, alors il y a énormément de questions dans ce que vous dites. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir dans ce que vous venez d'exprimer, c'est que nous avons nos sociétés, pour faire rapide, occidentales, avec l'aisance. Et l'implicite, quand on dit ça, c'est que nous sommes dans la situation bienheureuse parce qu'on a accès à de l'eau courante et propre, on a accès à la nourriture, on a accès aux soins. Et on s'imagine qu'il y a un horizon qui serait le nôtre et qui serait l'horizon souhaitable pour tout le monde. Je ferais remarquer que nos sociétés occidentales sont aussi les sociétés les plus malades, puisque nous sommes les sociétés qui consomment le plus d'anxiolytiques et qu'on parle d'aisance, mais on ne parle pas nécessairement de bien-être. Je ne suis pas certain que dans nos sociétés, avec le niveau qu'on a, on ait nécessairement accru autant le bien-être que ça. Première remarque. Deuxième remarque, le bien-être, ça peut être quelque chose qui est le constat d'une exigence. Et c'est pour ça que je reviens sur le récit. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des territoires, et il y en a en France, qui se sont retroussés les manches, les citoyennes et les citoyens et les élus locaux se sont retroussés les manches pour dire nous allons développer qui un parc éolien ou qui, je ne sais pas, une autre structure à une échelle qui est notre échelle citoyenne, ça a été énormément de travail pour tous. C'est-à-dire en rentrant du boulot, il a en plus fallu faire les réunions pour faire fonctionner l'association, faire fonctionner les groupements d'intérêt, etc., etc. C'est un gros travail et pourtant, c'est quelque chose qui les a rendus plus heureux. Et donc, il y a une question qu'on oublie complètement, qui est la question du sens. Le récit commun, il est exigeant, il demande du boulot, mais il apporte du sens. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, on parle toujours d'acceptabilité, mais la chose, elle devient désirable. Et c'est pas une lubie, ce que je dis. Il y a des exemples, et vous en connaissez en France, c'est facile à trouver, où il y a déjà des démarches. Donc ça, c'est un premier point. J'ai parlé au passage d'un point qui est un point très important, qui est le point de l'échelle territoriale. Sur les questions énergétiques et sur les questions aussi d'approvisionnement en nourriture, l'échelle territoriale est importante. Alors, sur la nourriture, c'est facile, on en parle déjà avec les cycles courts. Des points de vue énergétique, il est important de voir que les énergies renouvelables sont des énergies qui n'ont aucun sens à l'échelle de l'hexagone complet. Ça n'a aucun sens d'imaginer un plan éolien français. Par contre, quand on est à l'échelle d'une communauté de communes, d'accord, l'éolien, ça a du sens. Voyez ? Et donc, c'est très important de penser les énergies renouvelables par rapport aux échelles territoriales dont on parle. Parce qu'en fait, quand on parle de la transition écologique, on la parle tout le temps à l'échelle mondiale, et du coup, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on devrait faire, et surtout, et on retombe toujours sur ce vaste problème qui est, comme il y a 40 ans, les petits-enfants au Biafra meurent de faim, et il faut à tout prix faire quelque chose. Et on s'exile en permanence. Or, il y a des choses à faire sur notre territoire et à nos échelles. Et là-dessus, je dirais que les petits gestes que l'on fait, qui est le tri sélectif, qui est d'éviter d'utiliser la voiture pour faire 400 mètres, etc., etc., ces petits gestes-là ne font pas grand-chose en termes de quantité. Ils sont énormes parce qu'ils commencent à nous permettre de penser autrement et nous permettent d'apprendre à vivre, à raisonner autrement. Et donc, c'est ce mouvement-là qui me semble important. Maintenant, je reviens sur le point sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut envisager qu'il va y avoir 12 milliards, avec 12 milliards d'habitants sur la planète? La réponse, c'est oui, avec des fossiles, avec de l'énergie fossile. Mais à ce moment-là, le problème, ça ne va pas être le problème d'alimenter la population mondiale, ça va être le problème des migrations climatiques, parce qu'on va joyeusement réchauffer la planète, et il y aura des zones qui seront simplement invivables. Alors, invivable, je tiens à dire que ce n'est pas simplement la température, c'est aussi l'hygrométrie.
Mais dans des régions où l'hygrométrie est très très élevée, des régions tropicales où l'hygrométrie est très très élevée, mais les températures restent en dessous de 30 degrés, bon, il fait chaud, on sue, mais on arrive à vivre. Mais un humain avec ce taux d'hygrométrie à 35 degrés, il meurt, parce que votre corps ne peut plus se réchauffer par sudation, parce que la sueur ne sert plus à rien. Donc il y a des endroits entiers de la planète qui vont simplement être inhabitables. Donc il est de toute façon totalement cataclysmique d'imaginer d'alimenter 12 millions de personnes parce que ça se fera par les énergies fossiles. Donc il y a nécessairement au niveau démographique quelque chose qui doit effectivement se mettre en place. Ça, très clairement. Maintenant, pour terminer, est-ce que on doit freiner les sociétés qui aujourd'hui n'ont pas accès à ce à quoi on a accès? Non. Par contre, il y a des passages par lesquels nous sommes passés, qui n'étaient pas forcément des passages glorieux, et qui nous ont permis, nous, maintenant, de gérer un peu mieux peut-être nos déchets, ok? Et on peut probablement accompagner ces sociétés pour leur éviter de devoir passer par les mêmes cases qui n'étaient pas glorieuses par lesquelles on est placé. Or, je ferai remarquer que là-dessus, on en est très loin, puisque nous, occidentaux, on envoie joyeusement nos déchets, par exemple en Afrique ou ailleurs. Vous voyez? Et donc, le débat là-dessus, c'est vraiment pas la question de se dire est-ce que globalement le continent africain doit accéder au même niveau d'aisance qu'est le nôtre. Je le poserai pas comme ça. Je le poserai pas comme ça. Parce que si on le pose comme ça, on se voit la face devant quelque chose par rapport à nous, c'est que, ok, notre niveau d'aisance est élevé, mais on va devenir simplement fou. On va simplement devenir fou si on continue comme on fait. Alors, j'ai peut-être pas répondu à tout parce qu'il y avait beaucoup de questions. Ce que vous Non, mais je vous remercie de votre réponse. Mais effectivement, on peut avoir en tant qu'occidentaux une certaine vision de l'aisance, mais effectivement, vous venez de rappeler qu'elle n'est pas forcément partagée et qu'effectivement, on n'est pas les sociétés les plus en bonne santé et que ça interroge déjà sur le fond. Et effectivement, d'autres populations qui sont moins développées aujourd'hui peuvent avoir un droit et un désir d'accéder à des niveaux d'aisance, on va dire, qui amènent du bien-être, qui ne soient pas forcément sur le registre qu'on a su développer, qui soient moindrement émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, il y a des logiques d'équilibre qui peuvent se jouer différemment. Mais j'aime cette partie de la réponse. Je suis plus inquiet sur la question d'alimentation de 12 milliards de personnes, sur laquelle il y aurait vous considérez qu'il y a qu'il est inéluctable qu'il y ait un travail démographique à faire d'une manière ou d'une autre, et qui est effectivement là plutôt inquiétant à considérer. Oui, oui. Vous savez, j'ai parlé un peu de la question du sens. Pour moi, elle est absolument première parce que c'est l'endroit où on a le plus mal dans nos sociétés occidentales. On a l'aisance, mais on a perdu le sens. Et on ne sait plus trop où on est. Et vous regardez dans d'autres endroits où, qu'est-ce que fait Daesh? Daesh va proposer des services à des populations, moyennant quoi elle les embrigade. Et donc, au travers de services qui sont les services matériels, elle embrigade des populations. Et nous, on est complètement à rebours de ça. On a tout le matériel qu'on veut, mais le sens, on ne l'a pas du tout. On est en train on est complètement perdu. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais il me semble très très important qu'on se réancre et qu'on retrouve du sens. C'est pour ça que le terme du récit commun, pour moi, est très très important. Et encore une fois, en tant que physicien, j'insiste pour dire que ce ne sont pas les sciences et technologies qui vont faire la chose. Elles existent. Ce sont les choix politiques. Et les choix politiques, ce sont les citoyennes et les citoyens qui, à terme, décident de qui on élit. Eh bien, on va essayer de retenir aussi cette idée, dans tous les cas je la retiens, que l'énergie pourrait être le mécanisme permettant de transformer la matière en sens. Pour revenir à votre introduction, nous approchons de l'issue de ce temps que nous nous étions donné pour vous mobiliser. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question de l'un d'entre nous? Moi,
j'ai une toute petite question parce qu'en fait, par rapport au flux et au stock, c'était intéressant cette discussion-là. Donc, en fait, si je comprends bien, il faut privilégier les énergies renouvelables, le soleil avec les panneaux photovoltaïques. Mais en revanche, sur l'éolien, on a eu une conférence très intéressante de Monsieur Tillon qui disait que les éoliennes tuaient la noctule commune. Et la noctule commune, c'est la préservation de nos chênes. Enfin bon, je ne vous ferai pas la chaîne, mais je voulais vous attirer votre attention là-dessus parce que vous avez mentionné le parc éolien. Moi, j'en suis un peu revenue du coup après cette conférence. Voilà. Alors, je vais pas donner distribuer les bons points et les mauvais points sur les différentes solutions, ni rentrer dans le débat sur le nucléaire. Je rappelle simplement qu'en France, on focalise sur le nucléaire, mais c'est 20% de la problématique, même si c'est 78% de l'électricité. OK. Ensuite, d'accord, si l'éolien n'est pas une bonne solution, alors en plus de ça, il faut en mettre beaucoup des éoliennes pour arriver à faire la facture. Si l'éolien n'est pas une solution, si le photovoltaïque n'est pas une solution, parce qu'après, il y a des problèmes aussi de matériaux, hein, il y a une criticité sur certains matériaux qui est importante. Bon, mais Oui, c'est-à-dire met... que non, faut chercher des solutions, quoi. Enfin, c'est vrai que bon, Oui. peut-être l'éolien du coup dans les mers, mais est-ce que ça va pas tuer les poissons? Enfin, c'est vrai que c'est du coup l'avenir est pas trop réjouissant, quoi. Alors, je vais mettre un petit pavé dans la mare. Le petit pavé dans la mare, c'est le suivant, c'est de se dire, bon, l'éolien, le photovoltaïque, pas forcément super, criticité des matériaux, et puis en plus, la facture, au bout du compte, le bilan n'y est pas. Il faut quand même savoir faire la règle de 3. C'est pas la même société. Bon, ok? Pas du tout. Hein. On n'est pas. Le nucléaire, en France, donc 20% de la facture, 58 tranches, on va dire 60. Si on voulait faire 100%, il faudrait multiplier par 5. Donc, on prend la carte de France et on prend les épingles et on les plante partout pour arriver à multiplier par 5 le nombre de centrales. Alors, on va dire oui, mais non, le nucléaire, non, parce que le nucléaire, pas bien, c'est sale. Bon, il y a le problème du retraitement des déchets, c'est vrai. Si on ne fait pas le nucléaire comme certains et qu'on fait le charbon, c'est un choix politique qui est un choix en nombre de morts. Parce que l'utilisation du charbon fait des morts, ça fait plus de morts que le nucléaire. Le nucléaire, c'est pas bien parce que ça fait des déchets dont on ne sait pas qu'on va faire pendant longtemps. Ce que je veux juste dire par là, c'est que de toute façon, il y a un moment où il va falloir admettre que la solution zéro risque et la solution zéro impact, elle n'existe pas. Et elle n'existe pas pour une raison très simple, c'est que c'est même au niveau biologique, même si on est sur du renouvelable, à partir du moment où vous avez une espèce animale qui se développe et elle étend son biotope, en se développant, eh bien, vous avez d'autres espèces qui payent la facture et qui la payent au point de parfois disparaître. Donc, c'est un fait. Donc, imaginez que les choses se font sans conséquence, c'est simplement pas possible. Même au niveau biologique, le simple fait que l'humain se soit développé, on n'a pas, vous savez, le dodo, le fameux dodo, l'oiseau il a disparu avant la révolution industrielle, hein, d'accord? Et il y a des espèces animales qui ont dû disparaître au néolithique aussi, hein, d'accord? Donc les impacts, de toute façon, on les fait. Si on ne veut pas faire d'impact, ça devient compliqué, même au sens biologique du terme. Voilà. Donc c'est effectivement, il n'y a pas tellement de solutions. Hmm. Oui, oui, non, mais je comprends bien. Hein, je comprends bien. Je poussais le bouchon. Il n'y a pas de solution consensuelle. C'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes extrêmement complexes avec des prismes et des points de vue qui peuvent s'affronter par idéologie, par connaissance ou méconnaissance. Et c'est ça qui, sur le plan politique, est très compliqué à gérer. Voilà, on est dans une difficulté extrême aujourd'hui, puisque effectivement, Judith vient de vous donner un exemple. Il y a les pour, il y a les contre, il y a les arguments scientifiques, il y a les arguments idéologiques, etc. Et faire un débat démocratique avec ces éléments, c'est très compliqué. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, c'est effectivement vraiment central ce que vous dites là.
dans les débats, et il y a les controverses sociétales où toute citoyenne et tout citoyen a droit à la parole, il a quelque chose à dire. Ça, c'est très important. Et dans ces controverses-là, le scientifique n'a pas une parole plus importante que les autres. Pas plus que le charcutier, le boucher, le médecin, pas plus. Par contre, il y a des espaces qui sont des espaces de controverse scientifique, qui, eux, sont des espaces dans lesquels ceux qui parlent sont les scientifiques. Et là, ce sont eux qui ont légitimité pour parler et de la controverse. Je le dis pourquoi? Pour deux choses. D'abord, parce qu'il y a globalement, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, une disqualification des experts. Et ça, c'est très embêtant. L'époque de quand j'étais petit avec les dossiers de l'écran, c'était facile, parce que s'il fallait parler des océans, on invitait Cousteau, s'il fallait parler des volcans, on invitait Haroun Tazieff, s'il fallait parler des pôles, on invitait Paul-Émile Victor. Le monde était quand même bien rangé, d'accord? Non, mais c'est vrai, vous voyez? Et quand il y avait un professeur, machin, spécialiste de quelque chose, qui était invité à une émission, s'il parlait, eh bien, la dernière star qui avait chanté le tube de l'été ne prenait pas la parole derrière pour dire qu'elle était d'accord ou pas d'accord. Et il est important de revenir à ça. Il y a des compétences, et les compétences, ça se respecte. Et c'est assez incroyable qu'il y ait aujourd'hui cette disqualification des compétences, parce que si on va jusqu'au bout et qu'on croit au fait que chacun a quelque chose à dire, alors, je dois me méfier de mon garagiste, parce qu'il est probable qu'il ne soit pas forcément plus compétent que moi, parce que j'ai le droit d'avoir des compétences ok, je dois me méfier de mon charcutier, je dois me méfier de mon boulanger, je dois me méfier de mon coiffeur, parce que peut-être que... Et c'est totalement absurde. Il y a des métiers, il y a des compétences, et dans les sphères des compétences, on doit respecter les compétences, et pas simplement les compétences scientifiques, les compétences de chacun. Vous voyez? Et je crois que c'est très, très, très important de faire cette distinction. J'étais une fois à une conférence et j'ai parlé du premier et du second principe de la thermodynamique. Et c'était un de mes collègues sociologues, je les aime bien les sociologues, j'en ai dans mon laboratoire, c'est pas le problème, qui me dit, mais non, tu parles de principes, ce ne sont pas des principes, ce sont des postures. Alors, je lui dis, écoute, en termes de sémantique, c'est pas mon truc, moi je fais dans les sciences dures, ok, d'accord, bon. J'admets que ce sont des postures. Très bien. Donc il y a la première posture, la conservation de l'énergie, il y a la seconde posture, la dispersion de l'énergie et l'entropie. Très bien. Je lui dis, mais tu conviendras avec moi qu'il y a des postures avec lesquelles, parmi les postures, donc moi j'ai mes postures, toi tu as tes postures de sociologue, mais il y a des postures avec lesquelles on fait des réfrigérateurs, des fusées et des voitures, et il y a des postures avec lesquelles on ne fait pas des réfrigérateurs, des fusées, des postures. Vous voyez? Et c'est quand même très très important. Et aujourd'hui on est dans un bloubi-boulga, pour reprendre l'île aux enfants, dans un bloubi-boulga, et l'arrivée de la Covid a poussé ça à des niveaux absolument extrêmes. Absolument extrêmes. Et ça c'est un souci. Ça, c'est véritablement un souci. Et je pense que effectivement, pour toutes les personnes qui sont en responsabilité politique, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. En tout cas, on est parti de la physique, de la thermodynamique, et on est passé par la philosophie. On arrive aujourd'hui, maintenant, à essayer de penser politique, comment intégrer les citoyens, leur redonner la juste place qu'ils méritent. Mais voilà, je pense qu'il y a une démarche intéressante, c'est cette donner du sens, retrouver du sens. Si je devais dire un petit mot pour la fin, comme Florent m'y invite régulièrement, voilà, je pense que c'est l'information à la base, et effectivement, il faut respecter, il faut reconnaître les compétences de ceux qui savent, donc redonner toute sa force à l'information, parce que l'information, c'est les bonnes bases pour donner envie, et en fait, c'est ce dont on a tous besoin, donner l'envie pour transformer cette envie en énergie, parce que c'est cette énergie-là qui nous permet d'évoluer. Voilà. C'est ce que j'ai compris ce soir. Il nous reste à vous remercier, Monsieur Goupil, infiniment pour cette présentation et ces échanges très riches. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci Arnaud aussi à vous tous. pour vos Merci interventions. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.
Merci.